Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue sur notre premier live Facebook de la mandature que nous avions souhaité en début de mandature. Et donc nous tenons nos engagements. Alors pour ce premier Facebook live, eh bien, nous avons décidé de travailler sur un sujet qui nous préoccupe énormément, qui est la Covid-19. Et pour ce faire, Anne Déo, élue à la santé, et moi-même avons proposé à Frédéric Tangy, chercheur au CNRS à l'Institut Pasteur, de se joindre à nous pour répondre à vos questions. Alors, je tiens à remercier bien sûr la venue de M. Tangy pour s'être déplacé et inaugurer notre premier Facebook Live. Je tiens à remercier également les services municipaux de la communication, du service informatique, la DSI, les relations publiques, l'administration générale qui a travaillé sur la préparation de ce live Facebook et les membres du cabinet. Comment va se dérouler ce Facebook? Eh bien, je vais faire une courte présentation de ce que doit être peut-être dans le cadre d'une crise sanitaire comme celle-ci, crise sanitaire et sociale qui dure un petit peu de la place du maire et de la collectivité. Ensuite, je laisserai la parole à Anne pour 2-3 minutes, pareil, pour expliquer ce que nous avons fait depuis le début de notre mandature pour gérer cette crise, ce que nous avons pris comme disposition, que vous voyez ou que vous ne voyez pas. Et ensuite, eh bien, nous laisserons la parole à M. Tangy qui vous fera un petit topo d'une dizaine de minutes. Et ensuite, eh bien, l'intérêt du live, c'est que vous posiez vos questions parce que l'objectif, c'est en effet de répondre aux besoins de la population en matière d'information. Et nous testons ce procédé et nous espérons qu'il vous satisfait et que nous pourrons répondre à certaines de vos préoccupations. Nous ne pourrons certainement pas répondre à tout. Le deuxième objectif, c'est de faciliter l'échange entre élus et la population, parce qu'on ne peut pas aller à votre rencontre partout, et encore moins compte tenu des protocoles et des mesures sanitaires. Et le troisième objectif, c'est de pouvoir traiter un sujet local, aujourd'hui local, national, voire international, de santé publique. Avant d'entamer ma petite présentation, je tiens à dire que ce lancement de Facebook est également le premier jour d'Octobre Rose, qui représente le mois de lutte contre le cancer du sein et de promotion justement de toutes les mesures de prévention contre le cancer. Et nous sommes très sensibles à cela. J'en parlerai tout à l'heure dans les mesures que nous avons proposées. Nous sommes très sensibles à cela parce que cette situation sanitaire d'aujourd'hui avec la Covid est bien fait que nous nous préoccupons moins d'autres volets de notre santé. Et il s'avère qu'il y a une nette régression ces derniers mois de femmes qui vont se faire prendre des mesures de prévention contre le cancer. Donc je vous invite à être très soucieux du reste de votre santé, en dehors bien sûr de ce qui nous préoccupe aujourd'hui de la Covid-19. Alors, le rôle du maire et de la collectivité, eh bien, c'est d'abord de vous faire comprendre que je suis le représentant de l'État. Le représentant de l'État, ça signifie que je dois me soumettre à des arrêtés, à des circulaires, à des décrets, et je dois appliquer les mesures ou les injonctions de l'État. Et à ce titre-là, nous recevons des circulaires et nous devons les appliquer ici, et j'en suis garant. La deuxième fonction du maire, c'est de garantir la sécurité d'une manière générale, mais en l'occurrence la sécurité sanitaire de l'ensemble des habitantes et des habitants, des plus fragiles d'entre nous, en l'occurrence, ça peut être aussi les personnes les plus âgées, et puis de garantir aussi la sécurité des agents. Parce que, en effet, les agents de la fonction publique territoriale, sont exposés de la même façon que l'ensemble des habitants, mais en plus, ils sont la garantie de la continuité du service public, ce qui est une de nos missions, nous élus, c'est garantir la continuité du service public. Donc à ce titre-là, j'ai une responsabilité de plus. Et puis, un autre rôle qui est beaucoup plus politique et peut-être moins
moins exposé en ces temps, c'est l'exigence qu'on peut avoir politiquement sur la politique de santé en général. À ce titre, ça fait plusieurs années que nous battons, nous, ici à Noisy, contre la fermeture de certains services à l'hôpital André Grégoire et Jean Verdier. Nous allons d'ailleurs, nous nous associons au maire de Montreuil, Patrice Bessac, et à d'autres élus qui nous interpellons à la fois les sénateurs, les députés et l'État pour exiger qu'en Seine-Saint-Denis, et là en l'occurrence Noisy-Sec, Montreuil, ils m'ont dit, qu'en Seine-Saint-Denis nous ayons les mêmes droits en termes d'accès aux soins à la santé, et même plus de droits parce que nous sommes une population qui est davantage exposée aux problèmes de santé. Donc c'est aussi mon rôle politique, eh bien, de défendre les services publics de santé en l'occurrence, et surtout de les promouvoir, parce qu'il ne faut pas s'arrêter à la défense de ce qui a été acquis, qui a été conquis, mais il faut véritablement faire la promotion de ces services-là. Alors, je ne suis pas un médecin, je ne suis pas un scientifique, comme M. Tanguy, et à ce titre, eh bien, même si ça peut paraître parfois incompréhensible pour les Noiséens, eh bien, je respecte, je suis les mesures qui sont préconisées. Et même si je peux avoir des doutes sur la légitimité de certaines d'entre elles, eh bien, mon rôle, c'est après, quand on a une circulaire, de discuter avec le préfet, le sous-préfet, pour savoir comment on peut décliner ces circulaires au niveau local. C'est ce qui s'est passé la semaine dernière, par exemple, autour du sport. On a une circulaire, médiatiquement, vous apprenez les choses le jeudi, puis nous avons une circulaire qui émane du préfet le vendredi, et nous devons prendre des mesures assez rapides, parce que vous êtes tous dans l'attente. Mais sachez que votre temporalité et notre temporalité ne sont pas les mêmes, et que nous sommes toujours dans l'attente de décisions, et ensuite de vérifier comment nous pouvons nous les appliquer au niveau local, pour ne pas que vous en pâtissiez de trop, toujours en ayant le souci de la garantie de la protection sanitaire des habitants. Ce qui se passe la semaine dernière, eh bien, on nous dit que la pratique du sport ne sera le vendredi que pour les jeunes qui ont une activité sportive de haut niveau, de compétition. Je pense que les fédérations sont montées au créneau au niveau national, et donc les discussions que nous avons avec le préfet et le sous-préfet durant le week-end nous permettent d'annoncer le dimanche que les gymnases seront ouverts pour l'ensemble des mineurs. L'autre élément, c'est que je vous invite régulièrement à aller visiter le site, parce que les informations que nous avons quand elles sont prises en urgence, eh bien, notre premier vecteur de communication, bien sûr, c'est Facebook, mais c'est aussi le site de la ville. Et sachez que nous avons vraiment à cœur de maintenir tout ce qui fait dans notre ville, tout ce qui génère du lien social et du vivre ensemble. Sauf que nous sommes dans une période très particulière et nous sommes obligés d'anticiper. Et donc, anticiper, ça signifie qu'aujourd'hui, par exemple, nous sommes obligés de nous poser la question de ce que nous ferons pour les vœux au mois de janvier. Donc, nous avons une certaine ambition de maintenir une activité pour les vœux, simplement, compte tenu de la fragilité de notre quotidien et de notre incapacité de prévoir ce qui se passera la semaine prochaine ou le mois prochain, eh bien, nous prévoyons en ayant en tête que nous pouvons annuler. Ce qui se passe pour l'Octobre Rose, samedi, nous avions, avec la jeunesse, avec le sport, prévu d'organiser une course. Ensuite, c'est devenu une marche. Aujourd'hui, ce n'est plus une marche. Nous avions prévu de tenir des stands au stade Vier. Eh bien, tout ça, nous avons été obligés de le limiter à un stand qui sera tenu sur le marché de Noisy. Pour vous dire que nous faisons au maximum pour maintenir le lien des activités, mais nous sommes obligés de les ajuster en permanence. Voilà, je pense que j'ai assez parlé. Je vais céder la parole à Anne Déo pour quelques minutes, ensuite à M. Tanguy. Et donc, d'un point de vue technique, vous avez vu une tête passer il y a quelques minutes. Puisque M. Tanguy est un chercheur, il répondra certainement à vos questions d'un point de vue de la recherche, des avancées, mais nous nous doutons que vous aurez aussi des questions sur le milieu hospitalier, ce qui s'y passe, et c'est pour ça que nous avons invité M. Sewan, qui travaille à l'hôpital de Garges-les-Gonesse, qui est épidémiologiste, de se joindre à nous, donc il dira précisément ce qu'il est, et de se joindre à nous pour répondre éventuellement à des questions que vous avez en matière de
de santé dans le milieu hospitalier. Voilà, j'ai déjà été trop long, je cède la parole à Anne Guéot. Merci, monsieur le maire. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Donc, comme l'a dit monsieur le maire, nous avons eu à cœur, depuis que nous sommes élus, à prendre à bras-le-corps vraiment cette question de la Covid-19, en essayant à la fois d'appliquer, comme le disait tout à l'heure Olivier Sarabello, les préconisations, les injonctions de l'État, mais aussi le principe de précaution, en direction à la fois des agents de la commune et évidemment des demoiselles et des demoiselles, quel que soit leur âge, avec une attention plus particulière en direction des plus fragiles, les personnes âgées ou les personnes fragiles sur le plan de la santé. Alors, je dirais que ce que nous avons réalisé depuis que nous sommes élus, ça se déclinerait en plusieurs verbes. Le premier, ce serait coélaborer, réfléchir ensemble. C'est pour ça que nous avons mis en place une cellule de veille, ouverte donc à tous les groupes politiques du conseil municipal et aux représentants de l'administration, et notamment du centre de santé, de la direction générale et de la DRH. Donc cette cellule de veille a pour but de faire un point hebdomadaire, à la fois sur les cas de Covid que nous connaissons, dont nous avons connaissance, et à la fois sur des protocoles, à la fois pour la population, les enfants des écoles, mais aussi les salariés de la ville, des protocoles à respecter pour éviter évidemment le plus possible la contagion. Donc le premier verbe c'est ça, le second ce serait communiquer, informer. Nous avons donc, et rassurer, j'ajouterais rassurer, nous avons donc à plusieurs reprises communiqué dans notre municipal, sur le site de la ville, pour essayer, et puis dans les panneaux avec un affichage, pour essayer de communiquer avec la population sur les gestes barrières, sur les précautions à prendre, et sur voilà, essayer de rassurer un petit peu pour éviter la panique générale, notamment au moment de la rentrée scolaire. Le deuxième verbe, ce serait dépister. Donc là, nous avons réalisé un gros travail. Nous avons organisé en partenariat avec l'ARS et la PHP un dépistage massif le 13 août, où il y a eu 455 Noiséens testés. Et puis nous avons augmenté considérablement l'offre de dépistage au centre municipal de santé, puisque nous sommes passés de 12 dépistages par semaine à 80. Ce dépistage en direction de la population, bien sûr, sur rendez-vous, mais également en direction de nos agents, avec des créneaux dédiés pour les agents des écoles, au moment de la rentrée, et ça se poursuit, là, de façon à ce que les familles, les enfants, les personnels soient plus en confiance. Donc, ils ont un créneau chaque jour pendant lequel ils peuvent être dépistés. Et on a ajouté à ça un dépistage d'urgence pour les personnels, nos agents, les personnels municipaux, qui pourraient être soit cas contact, soit avec des symptômes. Le troisième verbe, ce serait doter, accompagner. Nous avons décidé d'acheter 45 000 masques. Nous les avons choisis en tissu et sans lavage pour justement à la fois doter les agents de la collectivité. Ils ont reçu 4 masques chacun, mais aussi la population en mettant en place plusieurs points de distribution de ces masques dans la ville. Donc 45 000 masques, et je crois qu'il y en a presque 10 000 qui ont été distribués juste sur le site de la mairie. Donc il y avait plusieurs endroits, plusieurs quartiers où il y avait des distributions de masques. Nous avons également acheté tous les produits nécessaires à la désinfection des locaux scolaires, des locaux qui fréquentent du public, le gel hydroalcoolique. Enfin, nous avons vraiment eu à cœur de doter la population et les agents de tout ce matériel nécessaire. Ensuite, je dirais que dans l'accompagnement, il y a celui des agents, particulièrement, où on a travaillé avec eux pour élaborer un protocole
en cas de suspicion, en cas de symptômes, en cas de cas contact. Ce protocole a été coélaboré avec les services et tous les agents de la ville en ont eu connaissance, soit par leur chef de service, soit par courrier, de façon à ce qu'on sache précisément comment se comporter lorsqu'il y a un doute, si l'on a des symptômes, si l'on est cas contact, de façon à clarifier un peu toutes ces attitudes à avoir pour éviter évidemment la contagion. Et nous avons aussi mis en place le régime d'autorisation spéciale d'absence, ASA, de façon à ce que les cas contacts puissent rester chez eux en évitant la journée de carence, ce qui évidemment poserait des problèmes financiers si ça se répétait plusieurs fois. Et nous avons également, et c'est presque terminé, nous avons également réfléchi à intensifier un peu le télétravail en nous adressant particulièrement en priorité aux agents fragiles qui ont des pathologies qui pourraient les mettre en danger. Et enfin, je vais terminer sur ça, nous avons pour projet d'acheter 1000 masques inclusifs. Alors, il se trouve qu'à Noisy, nous avons l'Association des paralysés de France qui a confectionné un masque inclusif qui est très pratique à la fois pour les malentendants et à la fois pour les personnes qui s'adressent aux malentendants. Et donc, nous sommes en train de nous doter de ces masques que nous réserverons aux agents d'accueil pour le public malentendant par exemple, mais aussi aux agents des crèches, des écoles maternelles, afin que les enfants puissent voir le sourire de leur maîtresse ou de leur animateur. Voilà. Je vous remercie Madame Déo. Maintenant Monsieur Tangy. Donc n'hésitez pas à poser, j'avais déjà quelques questions de Noiséens qui avaient anticipé. N'hésitez pas à poser vos questions. Nous avons nos collègues amis agents qui sont là pour nous les communiquer. Donc Monsieur Tangy, à vous et nous vous écoutons avec beaucoup d'attention et de curiosité. Je vous remercie. Bonsoir à tous. Et je remercie la mairie de Noisy de cette invitation. Et d'abord, je voudrais souligner que je suis très favorable à la démarche que vous avez entreprise et que j'ai déjà pratiqué ce genre de démarche dans des établissements scolaires ou dans d'autres mairies, effectivement, d'aller communiquer directement avec le public, parce que c'est très important, parce que la science et la santé, c'est au cœur de la société, et moi, scientifique, j'ai pas fait ma vie dans la science, je considère que la science appartient au peuple, au public, et que le public doit comprendre ce qui se passe et qu'on doit être capable d'expliquer, de se mettre au niveau de tout le monde. Et c'est très important pour ça d'avoir des rapports directs comme ce que vous organisez. Alors bon, je ne sais pas trop dans quel sens commencer. On m'avait demandé de faire un petit topo rapide sur la situation, sur le virus, etc. Alors bon, mon point de vue, moi je suis virologiste à l'Institut Pasteur et j'ai dirigé toute ma vie un labo qui s'est intéressé au virus, en particulier à ces virus qu'on appelle émergents, c'est-à-dire qui arrivent tout d'un coup de nulle part, on ne connaissait pas une semaine avant et qui débarquent, et la mise au point de vaccins contre ces virus. Donc c'est sûr qu'on connaît ça très très bien à l'Institut Pasteur, c'est la fonction de l'Institut Pasteur depuis qu'il a été créé par Louis Pasteur il y a 130 ans, d'être en alerte, de suivre, de connaître ce monde-là, à la fois au microscope, mais aussi génétiquement, les séquences. On est capable de comprendre ces virus, de les voir, de les distinguer et de savoir comment ils fonctionnent et les pathologies qu'ils donnent. Alors, qu'est-ce qui nous arrive actuellement? Depuis 9 mois, les Noiséens, comme tous les Français, comme les habitants du monde entier, ont subi une pandémie qui est assez catastrophique, parce qu'on a effectivement depuis probablement plusieurs décennies, voire un siècle, jamais vu une telle pandémie. Alors d'abord, en définition, qu'est-ce que c'est qu'une pandémie? Une pandémie, c'est une épidémie qui fait le tour du monde. Donc une épidémie, généralement, il y a une épidémie dans une ville, il y a une épidémie dans une région, une épidémie dans un pays. Et quand ça franchit le globe entier, ça s'appelle une pandémie. Alors cette pandémie, elle est énorme parce que en 9 mois, elle a fait 30 millions de cas et plus d'1 million de décès aujourd'hui. Si on compare les chiffres au sida, finalement, qu'on connaît depuis 1983,
on arrive quasiment au même chiffre, alors que le sida, ça fait 40 ans et le Covid, ça fait 9 mois. Donc, il faut vraiment le dire, c'est violent, ça va vite, ça touche tout le monde. Pour quelle raison? Parce que c'est une maladie à transmission respiratoire. C'est-à-dire que dès qu'on se parle, dès qu'on éternue les uns à côté des autres, on peut transmettre le virus. Et ce virus donne une maladie pulmonaire, dont vous avez tous entendu parler. Beaucoup d'entre vous probablement vu des cas aussi, qui s'appelle la Covid. Alors Covid, c'est parce que ça vient de coronavirus disease, c'est en anglais, donc c'est la maladie due au coronavirus. C'est pour ça que le mot est au féminin. Il était masculin au départ, mais on dit la rougeole, on dit la grippe. Donc, ok, disons la Covid. Le nom n'est pas merveilleusement choisi, mais c'est comme ça. Donc, un coronavirus, qu'est-ce que c'est? On les connaît, les coronavirus. D'abord, un virus, qu'est-ce que c'est? Un virus, c'est un tout petit machin. Ça fait entre 50 et 100 nanomètres. Un nanomètre, c'est un milliardième de mètre. Donc, c'est quelque chose qu'on ne peut voir qu'avec un microscope électronique, en grossissant 20 000 fois ou 40, 50 000 fois. Et à ce moment-là, on voit une structure circulaire, une sphère, qui est minuscule, et qui, à l'intérieur, contient le chromosome, le gène du virus. Un virus, c'est un parasite absolu. C'est-à-dire qu'il ne peut pas vivre par lui-même. Si on le met sur la table, il va mourir en quelques heures de la température, de la lumière, quelques heures ou quelques jours. Il y a eu beaucoup de débats sur la stabilité du coronavirus, on pourra y revenir. Dans la réalité, c'est assez stable, un virus. Même si on parle de quelques heures ou quelques jours, c'est quand même suffisamment stable pour pouvoir transmettre une infection. Si je mets ma main là, parce qu'il y a eu du virus dessus, et je la mets à ma bouche après, je l'infecte. Naturellement, il faudra attendre quelques jours pour que pas. Donc ces virus sont des parasites absolus, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas vivre tout seuls, donc ils doivent vous infecter, ils passent les uns aux autres. Leur mode de vie, c'est une particule rentre chez quelqu'un, se multiplie 10 000 fois, 100 000 fois. Ils ont une capacité énorme de multiplication de leur génome, donc ils se reproduisent en quelques heures, en une nuit ou deux nuits, 10 000, 100 000 fois, et ensuite, naturellement, ce virus ressort, et quand c'est un virus respiratoire, il ressort par les voies respiratoires quand on tousse, et il est déposé dans des micro-gouttelettes d'aérosol, de la toux, et si vous respirez un grand coup, les grandes gouttelettes vont dans ton nez, excusez-moi, et infectent le voisin. Et ensuite, le virus redémarre, il refait 10 000, 100 000 particules en quelques jours, et ça se transmet. Donc, ça, c'est le parasitisme absolu. Ces virus-là existent depuis la nuit des temps. Probablement, ils existaient avant nous. Avant même que les invertébrés, etc., on connaît parfaitement des virus de crevettes qui ont 360 millions d'années d'existence sur Terre, avec des virus qui sont très proches du coronavirus. Pourquoi il s'appelle coronavirus? Parce que justement, quand on le regarde au microscope électronique, il ressemble à une couronne. C'est-à-dire que tout autour de la sphère, il y a des petites boules, comme un roi sur sa couronne a des boules au haut de la couronne. Et ces petites boules, ce sont des protéines qui sont à la surface du virus et qui lui permettent, quand il rencontre une cellule qui peut l'accepter, de se coller à la cellule, de l'ouvrir et de rentrer à l'intérieur. Ensuite, le génome, le chromosome, c'est-à-dire le morceau d'ARN qui contient toute l'information génétique pour multiplier ce virus, se démultiplie, se reproduit, fait ce qu'on appelle la progénie, donc les enfants du virus, dans l'organisme, et ensuite, quand on pousse, on recrache. Alors bon, ça, c'est pour un tout petit peu de virologie. Alors, le coronavirus, on connaît les coronavirus. On se souvient, ça a été dit, en 2003, on a déjà eu une première petite épidémie qui n'a pas donné une pandémie, avec un coronavirus qui s'appelait le SRAS, qui donnait une maladie qui s'appelle le syndrome respiratoire sévère aigu. Parce que donc le virus, on l'aspire par le nez et par la bouche, et ensuite, il va se multiplier, comme je vous l'ai expliqué, dans la voie respiratoire supérieure, et il va pouvoir descendre ou pas dans les poumons. S'il descend dans les poumons, par la trachée, il peut provoquer une infection pulmonaire. Et quand l'infection pulmonaire est démarrée, les perturbations immunitaires, les perturbations d'inflammation et physiologiques qui sont générées conduisent à la maladie. C'est-à-dire que le virus est responsable, bien sûr, mais la maladie, c'est nous qui la faisons. C'est nous qui faisons la maladie en répondant au virus et en surrépondant au virus. Alors, tout le monde sait que c'est une maladie pour laquelle on peut être asymptomatique, c'est-à-dire qu'on peut être infecté, on n'a aucun symptôme, on n'a même pas un coup de fièvre du tout, jusqu'au cas très grave,
qui sont hospitalisés en réanimation avec des déficits respiratoires importants et qui, si la réanimation est insuffisante, vont conduire au décès. Alors, combien de décès? Quand ce virus est arrivé dans l'espèce humaine, le niveau de décès, c'était d'environ 3%, ce qui est assez important, ce qui est environ 10 fois le taux de mortalité du virus grippal. Vous savez qu'on a une épidémie de grippe tous les ans. On va revenir sur la saisonnalité. 2 mots là-dessus aussi, important de comprendre à quoi est due la saisonnalité. Donc, le virus donne cette pathologie chez un certain nombre de personnes. Un plus grand nombre reste asymptomatique, sans symptômes, et ceux qui font des symptômes, on a aussi une échelle entre des symptômes légers, des symptômes moyens, des symptômes très graves, qui peuvent menacer. C'est 3% de mortalité, c'était lors de l'attaque du virus en février, mars, avril dernier, parce qu'il n'y avait aucune mesure, on ne portait pas de masque, on n'était pas confiné, donc le taux de transmissibilité était violent, était important, et le taux de mortalité était violent. Il a fortement réduit. Aujourd'hui, donc, les grands nombres dont j'ai parlé tout à l'heure, si on faisait un dessin, si on prend le cours du temps depuis le mois de décembre où le virus est apparu en Chine jusqu'aujourd'hui, presque un an, dans 3 mois ça fera un an, la courbe épidémique a été très très faible en Chine, on en a beaucoup parlé, mais en fait c'était très peu de cas. Et ensuite, quand c'est arrivé en Europe, ça fait une courbe intense. Toute l'Europe a multiplié le virus avant de se confiner. Le confinement a un petit peu baissé le pic épidémique, en tout cas, l'a probablement empêché de monter trop haut, mais a eu un impact, et on ne peut pas dire qu'il n'a pas eu d'impact, mais le virus était passé déjà dans d'autres pays, et dans le reste du monde, et en particulier les Amériques, on a vu l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, naturellement, principalement les USA, qui est le premier pays aujourd'hui en termes de mortalité mondiale, suivi par le Brésil. Donc l'Amérique a fait une montée du pic au niveau mondial colossale, et aujourd'hui, il y a un retour vers l'Europe, et on est en deuxième vague. Alors, on commence une deuxième vague. Attention, il faut se préparer, parce que l'hiver n'est pas commencé. Alors, je viens justement sur la saisonnalité et les virus respiratoires. Pourquoi les virus grippaux ou d'autres? Je vous ai dit qu'on connaissait les coronavirus. Il y a 2-3 coronavirus humains qui sont connus qui donnent des rhumes. Des petits rhumes qui sont relativement bénins. Donc on n'a jamais cherché à se vacciner contre ces rhumes parce qu'ils étaient bénins. Là, on a un virus beaucoup plus dangereux, il va falloir se vacciner. Pourquoi la saisonnalité? Tout simplement, un virus qu'on acquiert par respiration, par voie respiratoire, quand c'est l'hiver, on a tous le nez qui coule, et le nez qui coule, c'est une réaction effectivement à l'environnement. C'est nous qui fabriquons du mucus, qui permet de faire sortir des virus et des bactéries du nez. Et ça favorise la réplication virale. Donc, quand on a le nez humide, les yeux qui coulent, on se bouche, on se frotte le nez. Évidemment, en hiver, on va être plus infecté, on va plus transmettre, on tousse, on éternue, et on se touche les mains. Donc la saisonnalité, elle est due à l'hiver, mais encore une fois, elle est due à nous. Le virus, il se plaît très bien. Ce virus-là, il fonctionne aussi en Arabie Saoudite à 45 degrés de température. Donc il n'a pas peur de la température. Mais nous, on est dans une situation, quand il fait froid, qui est favorable à la multiplication du virus. Alors, la deuxième vague, naturellement, elle a démarré dès août, on l'avait vu, les épidémiologistes l'avaient prévu, tous les calculs avaient montré qu'on allait y venir. Elle a démarré fin août, elle est actuellement en augmentation, on a vu les chiffres, effectivement, j'ai encore lu aujourd'hui 13 000 nouveaux cas hier en France, c'est-à-dire qu'on est au niveau, au point de vue nouveaux cas par jour, mais à peu près au niveau du mois d'avril, donc du pic pré-confinement. La mortalité est moins forte. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que les médecins savent traiter cette maladie mieux qu'au début. On est mieux organisé dans les hôpitaux, on organise mieux les turnovers des patients, on a moins de problèmes de matériel, de respirateurs, etc. On donne des corticoïdes aussi très tôt, des anti-inflammatoires, qui évitent justement aux poumons de s'enflammer et de conduire à ces états de détresse terribles. Donc on commence maintenant, 6-8 mois après, à savoir prendre cette maladie en charge, donc la mortalité est plus faible. Donc on va s'en sortir. Évidemment, il y a eu des tas de polémiques, on ne peut pas tout résumer, la chloroquine, les masques, les respirateurs. Vous savez, c'est vraiment une situation de panique, on n'a jamais vu ça, 30 millions de cas en 9 mois, 1 million de morts en 9 mois, on n'a jamais vu ça, même les plus grosses épidémies, je vous l'ai dit, comme le sida, étaient moins graves que ça.
Donc évidemment, ça perturbe la politique, ça perturbe les hôpitaux, ça perturbe l'organisation sociale. On est obligé d'être en masque, on peut plus se toucher, c'est compliqué. Il faut le supporter parce que qui meurt? Pas que, mais essentiellement les personnes âgées, les personnes fragiles. Donc c'est comme en matière de vaccination, on se vaccine pour se protéger soi, mais pour protéger ses voisins, ses grands-parents, etc. Donc j'avance très vite, je vais venir, on verra s'il y a des questions, j'ai dit un peu tout ça dans tous les sens, et après les informations, on peut cueillir des informations maintenant pour poser des questions. Je vais finir par le vaccin, parce qu'évidemment tout le monde attend ça, c'est quelque chose d'important, on en parle beaucoup, et à l'Institut Pasteur, évidemment, on est impliqué dans le vaccin. Vous avez entendu ce matin que l'hôpital Cochin, l'INSERM, se met à recruter énormément de volontaires pour tester un vaccin. J'ai la chance que ma fille s'est inscrite à l'hôpital Cochin pour être volontaire, elle a emmené 3 copines à elle pour tester le vaccin qu'on a fait à l'Institut Pasteur et qui est en essai clinique. J'espère que ça ne va pas lui faire de mal et que ça lui fera du bien. Effectivement, il faut aller là encore, c'est une démarche publique, il faut aider dans ce sens-là. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un vaccin? Un vaccin, c'est un produit biologique dérivé du virus qui donne la maladie et qu'on donne en prévention, avant l'infection, pour susciter le système immunitaire à générer des réponses protectrices. Donc, un ensemble de réponses, on ne va pas détailler, mais vous avez entendu parler des anticorps, des réponses cellulaires, de l'inflammation, tout ça, qui font que votre organisme sera préparé à la venue du virus. Et quand il sera infecté par le virus, il va réagir très vite, en 1 jour ou 2, et il va empêcher le virus de se multiplier, il va le laisser dans la gorge, l'empêcher de descendre dans les poumons, et vous ne serez pas malade. Donc, il y a une recherche vaccinale intense qui s'est mise en place contre ce virus. Tout le monde a entendu parler de tout ce qui se fait dans le monde. On a parlé de 180, 190 candidats vaccins. Il y en a 7 ou 8 qui sont sur le devant, qui sont déjà en essai clinique avancé. Ce qui est important de dire, c'est que habituellement la recherche vaccinale, ça prend 10 à 15 ans, voire plus. Le sida, ça fait 30 ans, on n'a toujours pas de vaccin. La dengue, 50 ans de recherche, on n'a pas de vaccin. Le palu, 50 ans, 60 ans de recherche d'un vaccin palu, on n'en a toujours pas. Et là, on vous dit, dans 6 mois, on a un vaccin, l'an prochain, on a un vaccin. Ça peut paraître inquiétant, mais bon, il y a 2 façons de voir la chose, le verre vide, le verre plein. Oui, on va plus vite parce que la technologie a beaucoup évolué et qu'on est capable aujourd'hui de faire plus vite grâce aux avancées technologiques de la science. On est capable de faire beaucoup plus vite ce qui se faisait, on va dire, il y a 30 ans, du temps du sida, entre le moment où on a isolé le virus et où on a séquencé, il a fallu 3 ans. Aujourd'hui, c'était fait dans la semaine. Les Chinois ont mis la séquence du virus sur Internet très vite et tout le monde a pu l'utiliser pour développer des candidats vaccins. Donc la technologie a évolué. Maintenant, il ne faut pas aller trop vite non plus, parce que les nouvelles technologies font peur pas qu'à vous, pas qu'au public, font peur à nous aussi, aux scientifiques, et des technologies qui n'ont pas encore fait leur preuve chez l'homme, les populations vont probablement refuser de se faire injecter des vaccins pour lesquels on n'aura pas eu une démonstration sur au moins 200 000, 300 000 personnes que le vaccin est sans risque. Donc ça, c'est des problèmes à venir. Les vaccins, il va en venir, il va en sortir, et il faudra gérer quelle population vacciner, le personnel médical, les personnes âgées, les EHPAD. On sait déjà que les personnes âgées, les EHPAD, sont peu sensibles au vaccin grippal, ne répondent mal au vaccin grippal, on ne sait pas comment répondront au vaccin coronavirus. Donc, on aura ce problème, effectivement. Qui sera vacciné? C'est des problèmes qui vont survenir en 2021, au cours du premier semestre 2021. Je m'arrête là. On a déjà quelques questions. Alors, je vais les orienter. Merci, professeur. On dit professeur. Oui, professeur. Non, alors, est-ce que vous pouvez préciser la différence entre un traitement et un vaccin? Oui, bien sûr. Donc, un traitement, c'est une. Donc, un traitement, on le donne à un individu malade, c'est-à-dire si je suis infecté, je tousse, j'ai de la fièvre,
je tremble, je commence à me sentir de plus en plus mal. Et si c'est une infection bactérienne, je vais prendre un antibiotique. J'ai une rage de dents qui s'infecte, c'est des bactéries, j'ai un abcès qui pousse, je prends des antibiotiques, 3 jours de clamoxyle, et ça part. Ça, c'est un traitement, c'est-à-dire qu'on agit directement sur le microbe. Un vaccin, c'est préventif. Je vous l'ai dit, un vaccin, on vous le donne avant que vous soyez malade. La plupart des vaccins, les 11 valences de vaccins qui ont été rendus obligatoires ces dernières années en 2018, sont des vaccins pédiatriques qu'on donne aux bébés, parce que la majorité des maladies infectieuses attaquent les bébés, bien sûr. Donc, il faut prévenir les bébés, ils sont naturellement plus fragiles. Donc un vaccin, c'est préventif. Un vaccin, c'est de la biologie. Un vaccin, c'est un micro-organisme vivant, atténué, inactivé ou traficoté, qu'on injecte, donc on montre à notre système immunitaire, on fait une fausse infection avec un agent bactérien ou viral qui n'est pas pathogène, qui ne donne pas de maladie, et le système immunitaire regarde ça, s'affole et génère toutes les cellules, les anticorps, tout ce qu'il faut, et on garde tout ça. Vous savez qu'on a un système immunitaire qui est composé de ganglions, de chaînes ganglionnaires, la rate, le thymus, c'est un énorme organe qui nous compose, qui est diffus dans tout notre organisme. La peau, on a des cellules du système immunitaire sous la peau, quand on se griffe, ça rougit, ça enfle, c'est une inflammation, c'est pour empêcher les bactéries qu'on aurait pu faire rentrer sous la peau de se développer. Donc tout ça, ça fait partie du système immunitaire. Et quand une vaccination donne une réponse qu'on appelle systémique, c'est-à-dire dans l'organisme entier. C'est-à-dire qu'ensuite, quand on va attraper l'infection, soit par voie respiratoire, soit par voie sanguine, ou peu importe la voie par voie muqueuse, on va faire des réponses immunitaires qui vont bloquer l'agent infectieux tout de suite. Donc ça, c'est de la prévention. Évidemment, les vaccins, il y a beaucoup de défiance anti-vaccinale, particulièrement en France, on est un des pays avec le plus haut taux de défiance vaccinale, par manque d'information, par manque de culture vaccinale, alors qu'on est le pays du pasteur, quand même, où les vaccins ont été inventés. Donc ça, il faut travailler ça, c'est vrai qu'il faut communiquer, il faut expliquer. Les vaccins sauvent des vies. L'OMS estime que l'ensemble des vaccinations sauvent environ 25 millions de vies par an, de bébés qui mourraient sinon. Donc l'augmentation de la population spectaculaire ces dernières décennies, en particulier de la population mondiale, l'augmentation spectaculaire est due majoritairement à la vaccination. Tout le monde sait qu'il fallait faire 6 enfants pour en garder 2 du temps de Chopin, par exemple. Aujourd'hui, si on fait 6 enfants, on garde 6 enfants. Et les 4 qu'on avait perdus, encore au XIXe siècle, ils étaient tous morts de maladies infectieuses, de tuberculose, de polio, de typhus, etc. Des maux dont plus personne n'entend parler aujourd'hui. Ces maladies ont quasiment disparu du fait des vaccins. Donc voilà. Alors, il y a beaucoup de vaccins en préparation, pour finir la question, contre le Covid. C'est plus difficile côté traitement. Parce que les traitements, là, il est question d'antiviraux. Donc, comme il y a des antibiotiques, les antibiotiques combattent les bactéries et les antiviraux combattent les virus. Les antibiotiques ne sont pas actifs sur les virus et vice-versa. Donc, les antiviraux, c'est un domaine qui a été extrêmement développé avec le sida. Et donc, tout le monde sait qu'il y a des traitements contre le sida qui sont des mélanges synergiques de plusieurs molécules antivirales qui permettent de maintenir, de traver à plat la multiplication du virus du sida chez un individu infecté. Et le virus du sida, c'est très différent du coronavirus, c'est un virus chronique. Quand on est infecté par le sida, on a le sida pour la vie. Le virus est venu s'agripper dans nos cellules et ne partira jamais. Le seul moyen de ne pas l'attraper, ce serait d'avoir un vaccin avant qui l'empêcherait de rentrer. Une fois qu'il est rentré, il ne peut plus partir. Tandis que le Covid, le SARS coronavirus 2, c'est une infection aiguë, donc il rentre, il se multiplie, et ensuite on le chasse. Il ne reste pas après. Il donne des séquelles dans le temps de maladie, mais il n'est pas présent. Donc il faut trouver la bonne fenêtre, le moment entre le premier jour des frissons, le jour où on est testé positif. C'est très difficile de savoir quel jour on va commencer à traiter le patient avec un produit qui sera soit donné sous forme de cachet, sous forme d'aérosol, sous intraveineuse, peu importe, qui va permettre, donc si c'est un cachet, vous imaginez le cachet, il va diffuser dans le sang, on en aura partout, dans les pieds, dans les mains, dans l'intestin, dans tous les organes, le foie, le cœur. Évidemment, ce qu'on vise, c'est uniquement les qualités respiratoires. Donc il faut qu'il y ait suffisamment de médicaments là qui vont bloquer le virus. À l'heure actuelle, les médicaments qu'on a dans les
humains n'ont pas montré une grande efficacité contre le coronavirus. En particulier, dans des tas d'études européennes, tous les traitements antiviraux contre le sida ou contre le virus de l'hépatite C, qui est aussi un virus chronique, ont été testés contre le coronavirus et n'ont pas montré leur efficacité. Il y a d'autres produits qui sont encore en cours de développement. Le traitement actuellement, c'est de donner des corticoïdes, c'est réduire l'inflammation. Ça, c'est un traitement de base classique. Vous voyez. On n'a pas besoin d'aller chercher des molécules miracles. Un corticoïde qui va réduire l'inflammation dans les poumons va sauver 90% des gens. Et ça, c'est pas cher, on utilise ça partout en médecine. Donc, et c'est très bien, les médecins font le boulot maintenant. Et c'est pour ça que malgré la deuxième vague, on a beaucoup moins. Aujourd'hui, on a 50 morts par jour à peu près. On est dans ces eaux-là en France. Au moment de la vague épidémique de la première, on était à 800-900 morts par jour. Donc c'était quand même beaucoup plus important parce que les médecins étaient démunis. Merci Frédéric, on me dit qu'il faudra des réponses plus courtes parce qu'on a beaucoup de Ouais, questions. d'accord. Alors, je vais continuer pour vous, il y en aura pour Anne et puis pour moi. Alors, le virus a-t-il muté? Est-il plus dangereux, plus transmissible? La réponse non. Il y a beaucoup aussi, ça a beaucoup glosé là-dessus, mais les virus sont séquencés très régulièrement. En particulier à l'Institut Pasteur, il y a un labo qui se charge de ça, qui récupère des prélèvements un peu partout. Et puis dans le monde, tout le monde se connaît, tous les labos communiquent leurs résultats. Ils mutent un peu, bien sûr. On ne va pas être trop technique, mais c'est des virus ARN. Vous savez, nous, l'espèce humaine, il nous faut 25 ans pour faire un petit. Donc nous, on a une transmission verticale et qui n'est pas du tout efficace. C'est-à-dire que voilà, il faut un couple et il va falloir 25 ans, il faut que les enfants soient arrivés à l'âge de 20-25 ans pour se reproduire et le même fasse un enfant. Donc ça va lentement, évidemment, au cours des années. Un virus, je vous l'ai dit tout à l'heure, dans une nuit, il va faire 10 milliards ou 100 milliards de petits. Donc il va très vite. Donc quand il fait ça, il a une plasticité génomique, c'est-à-dire que son génome a une capacité à muter, comme le nôtre. Alors, un génome viral, comme c'est de l'ARN, il mute encore plus que notre génome ADN. Mais en plus, les mutations, c'est le principe de l'évolution darwinienne, elles sont sélectionnées comme étant les plus. Donc les mutations les plus favorables par rapport à un milieu donné vont être sélectionnées. Donc un virus qui génère des milliards de petits, c'est très facile dans l'environnement, il s'auto-sélectionne, on le sélectionne nous-mêmes. Donc on peut se dire, oui, il mute, il va bouger et ça va être terrible. Alors il mute, effectivement, il n'arrête pas de bouger des toutes petites positions sur ces fameuses couronnes, des spicules qui font la couronne. Il y a des petites régions qui bougent un peu. Pour l'instant, aucune de ces mutations n'a été associée ni à une augmentation de pathogénicité, ni à une diminution de pathogénicité, ni à une augmentation de la transmission. Alors, pourquoi les tests salivaires ne sont pas encore disponibles? Alors, parce que ce sont des tests antigéniques, donc là aussi une toute petite explication. Le test PCR qu'on fait dans le nez consiste à aller chercher du virus. Ensuite, il est mis dans un tube, on extrait ce fameux ARN du génome dont je vous ai parlé, et ensuite par des réactions chimiques, on l'amplifie des milliards de fois, et ensuite il y a une machine qui mesure combien, à partir de cette amplification, va vous dire combien de copies du virus il y avait là dans le prélèvement. Donc là on détecte le génome. Le test antigénique, il ne détecte pas le génome, il détecte les protéines du virus, la fameuse couronne toujours. Donc c'est un test totalement différent sur le plan biochimique, il est moins sensible. C'est-à-dire qu'il faut plus de matériel pour le trouver positif. Alors, ça a des avantages et des inconvénients. Le test PCR, il est ultra sensible, par contre, peut vous détecter des gens quasiment pas infectés, ou infectés à peine, asymptomatiques. On va détecter du génome viral, et ensuite, si on cherche le virus, en fait, il n'y a pas de virus infectieux. Donc même cet individu-là ne transmet pas. Il est positif, mais il ne transmet pas. Le test antigénique, étant moins sensible, il va plus facilement dire vraiment les personnes qui sont réellement infectées. C'est dans la salive, c'est plus facile, c'est un test, pas de buvard, mais sur une lame, ça va plus vite à faire, on a le résultat très vite. Donc c'est vrai que je pense que ce sera mieux ce test-là, il sera moins inconfortable pour le patient, il sera plus rapide pour donner sa réponse, il est moins coûteux, et comme il est moins sensible, on va ne pas détecter les gens qui sont en dessous de la ligne de base.
Donc on va se faire moins peur et vraiment détecter les gens positifs. Alors soit il n'est pas disponible, il est plus compliqué, parce qu'à chaque fois un test, il faut le valider. Une fois qu'il existe dans les laboratoires, il faut le valider dans plusieurs laboratoires industriels. On ne va pas vendre dans le commerce, dans les pharmacies, un test qui n'a pas été contrôlé, super validé pour son efficacité, sa sensibilité, etc. Donc ça c'est long, ça prend du temps. Il y a beaucoup de compagnies en concurrence, il faut tester plusieurs tests et définir, ça c'est le rôle de l'État, du ministère de la Santé, définir lequel on va mettre ensuite à disposition dans les pharmacies. Alors, une question pour Marie, puisque des personnes nous avaient envoyé des questions préalablement. Peut-être que je vais prendre pour moi, monsieur le maire, la verbalisation des gens qui ne portent pas le masque. Alors, c'est clair, alors la question fait 4 lignes, monsieur ou madame. Il y a de la verbalisation, simplement si la police municipale et la police nationale passaient leur temps pour s'attacher à verbaliser les gens qui portent mal sur le menton ou ne portent pas du tout de masque, ils ne feraient pas autre chose. Donc il y a de la verbalisation, en particulier sur ce qu'on appelle nous les points un petit peu fixés, comme le marché. Sur le marché, eh bien, nous avons d'abord une pratique de prévention, en avertissant à la fois les commerçants et les clients du port du masque pendant 3 semaines, et ensuite nous avons décidé avec la police nationale et la police municipale de passer dans une phase de verbalisation. Le premier samedi, nous avons fait ça, il y a une autre verbalisation. Donc pour vous dire que ça se fait, mais ça se fait d'une part compte tenu des moyens dont nous disposons, parce que pendant que le virus continue d'évoluer, il y a des gens qui continuent de vendre des cigarettes à la sauvette, il y a des gens qui continuent d'en agresser d'autres, donc on ne peut pas mettre toutes les forces de police à verbaliser. Les forces de police le font, mais c'est évidemment très difficile de verbaliser tous les contrevenants. J'espère avoir répondu à votre question. Une question peut-être pour Madame D, où je souhaite savoir s'il y a un référent Covid au sein de la municipalité, et si oui, comment le joindre. Et une deuxième question pour vous, Madame Déo. Les employés de la ville sont-ils testés? Voilà. Donc les employés de la ville sont-ils testés? Et y a-t-il un référent Covid? Un référent Covid, il y a plusieurs référents Covid, c'est la cellule de veille, avec les élus qui y siègent, plus le directeur général des services, plus la directrice du centre municipal de santé. Évidemment, toutes ces personnes sont joignables pour répondre aux questions des uns et des autres. Est-ce que les agents sont testés? Oui, les agents sont-ils testés? Alors oui, les agents sont testés, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, ils sont testés même en priorité au centre municipal de santé. Les agents des écoles l'ont été dès le jour de la rentrée scolaire, avec des créneaux qui leur sont réservés. Et les agents de la collectivité qui travaillent dans tous les services le sont sur rendez-vous. S'ils ont la moindre suspicion d'infection, s'ils ont des symptômes, ils sont testés en urgence. On les prend immédiatement au centre municipal de santé. Ce qui n'était pas le cas au début, mais c'est le protocole que nous avons mis en place depuis fin août. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, Yann, tu as répondu à notre question. Je suis en train de jongler. Alors ça, je vais y répondre. Peut-on continuer à obtenir des masques distribués par le maire? Alors, Anne vous l'a dit tout à l'heure, il y a eu une période avec des points de distribution pour lesquels nous avons communiqué. Il nous reste des masques, mais plutôt que de mobiliser les personnels en permanence, alors vous en avez de disponibles à la mairie, et nous allons refaire de temps en temps quelques campagnes avec une information sur des points précis pour que, bien sûr, gratuitement, vous puissiez bénéficier des masques dont Anne vous a parlé. Donc je vous invite encore une fois à consulter le site pour pouvoir vous informer des points de distribution. Alors, il y a une question sur les enfants pour vous, Frédéric. Il y a une question dans les transports. Comment se protéger au mieux dans les transports quand on ne peut pas respecter la distance physique? Alors,
C'est vrai que s'il y a un lieu où le masque est obligatoire, c'est le transport. On ne respecte pas la distance physique. Donc, on peut se toucher par l'épaule, quand le métro est blindé, mais au moins on se respire pas dans la figure. Alors le masque, évidemment, entendons-nous bien, il y a eu bien des débats sur le masque. Au début de la crise, on n'avait pas de masque. Parce que, voilà, fabriquer, si vous calculez le nombre de masques, si c'est des masques chirurgicaux, maintenant il faut les changer 2-3 fois par jour. 70 millions d'habitants, 65 millions d'habitants, 3 masques par jour. Vous comptez le nombre de milliards de masques que ça fait en un mois. Même à 1,50 € le masque, c'est des budgets colossaux. Voilà, ça ne sort pas de la poche comme ça. Il faut des budgets, il faut des pays qui les vendent, etc. Donc ça a été beaucoup de débats, le masque. Maintenant, l'efficacité du masque. Peu importe le masque, il faut le porter parce qu'on dit qu'il faut le porter. Même si ça a une efficacité de 1%, c'est mieux que rien. Parce que dans une épidémie qui augmente de manière exponentielle, 1%, c'est toujours ça de prime. Mais bien entendu, ce n'est pas la panacée. On sait, toutes les études épidémiologiques ont été faites sur les modèles épidémiologiques de transmission d'épidémies grippales ou d'épidémies de virus de dengue, par exemple, montrent qu'il n'y a qu'un vaccin qui permet d'arrêter une épidémie. Et un vaccin qui protège à entre 70 et 80% des individus minimum. Et quand on a couvert la population, quand il va rester des poches de population non vaccinée, ou si on a un vaccin qui protège qu'à 50% et qu'on ne vaccine que 30% des Français, et ben ça sera un poter sur le genre de bois. Il est évident que la vaccination, c'est une action de masse, santé publique de masse. Donc il faut un bon vaccin qui marche très fort, qui protège bien. Il faut qu'on le donne au maximum de gens pour ne pas se tromper de population entre les enfants, les adultes, etc. C'est très compliqué. Donc voilà, le masque, on le porte parce que ça rassure tout le monde, parce que le ministère de la Santé demande de le porter avec raison, parce que comme ça, au moins, on est sûr qu'on ne se crache pas au nez. Mais on voit bien tous, il faut regarder la courbe, que même si tous les Français portent le masque en ce moment, le virus il augmente tous les jours quand même. Donc c'est pas la panacée quand même. Voilà. Alors, une question qui a été posée par écrit, donc je vais y répondre tout de même. Alors, est-ce que, en fait, c'est un constat, une question. Le Covid fait de plus en plus de morts et la population peut-être. Alors, pour impliquer davantage la population dans l'importance du respect des gestes barrières, ne serait-il pas souhaitable de communiquer sur le nombre de malades d'une façon plus locale? Alors, vous allez nous donner votre avis, je ne suis pas convaincu. Alors, il y a une première chose, c'est que nous, collectivités, nous n'avons pas l'information sur les gens qui sont malades quotidiennement. Nous savons bien sûr pour les agents, mais comme pendant le plus fort de la crise, eh bien, même mon prédécesseur le disait, il y avait des informations que nous avions sur les Noisiens qui décédaient sur le territoire et qui venaient d'autres villes, mais nous n'avons pas tous les éléments, même en cas de décès. Donc, sur les malades, c'est très difficile de déterminer combien il y a de malades. Donc je ne suis pas convaincu que d'essayer de donner des chiffres quotidiens ou hebdomadaires impliquerait davantage la population. Je pense que ce qu'il est important de préciser, c'est ce que vient de dire Frédéric, c'est de véritablement dire que nous n'avons pas les solutions pour l'instant, qu'il y a des choses qui sont en place, c'est-à-dire le nettoyage des mains fréquent, le port du masque, et qu'il faut répéter, insister là-dessus, surtout lorsqu'il y a bien sûr des concentrations de personnes. Donc voilà, la réponse, je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question, monsieur ou madame, mais je ne pense pas qu'en multipliant les informations sur le nombre des malades, eh bien, nous permettions davantage de gestes préventifs. Et si je peux ajouter, oui, bien sûr, bien sûr. Ce serait très mal de donner des informations locales. C'est-à-dire, on voit très bien actuellement, les Marseillais ne sont pas contents parce qu'ils sont montés du doigt par rapport aux autres. On ne va pas dire, il y a plus de transmission, il faut le dire. Et la transmission est liée au nombre d'habitants. Bien sûr, sur le plateau du Larzac, il n'y a pas de cas de Covid. Et non plus dans les îles, comment ça s'appelle, au nord là, du Canada, il n'y a pas de cas de Covid parce que les gens sont à 10 km les uns des autres. Bien évidemment, dans les grandes agglomérations, il y a beaucoup de cas. Dans l'est de Paris, il y en a beaucoup. Et si on commence à pointer du doigt le nombre de cas ici par rapport aux Yvelines, alors on va renforcer les guerres classiques. Donc il ne faut surtout pas faire ça. Je suis entièrement d'accord.
Alors, une question à laquelle je pourrais répondre, mais que vous pourrez compléter, toi et Anne et Frédéric. Les chocs budgétaires du gouvernement ont-ils un impact sur notre situation aujourd'hui? Et je peux l'allier, comment pouvons-nous faire pour continuer à soutenir le personnel soignant? Alors c'est très important parce que, en effet, le personnel soignant, et là peut-être, Dr Sénoine, vous nous direz un petit mot, le personnel soignant a été mis à l'honneur au plus fort de la crise, et l'ensemble des salariés qui ont bien sûr, qui sont allés travailler, qui ont permis qu'on continue de vivre. Donc je leur rends de nouveau hommage, mais rendre hommage n'est pas suffisant. Je pense qu'il y a la bataille politique dont j'ai parlé tout à l'heure pour, bien sûr, faire en sorte que les pouvoirs publics donnent alors à la fois au milieu hospitalier, mais aussi je pense à la recherche, peut-être que tu pourras en dire un mot, mais donnent des moyens conséquents, parce que je pense que c'est une des garanties pour que nous soyons au moins que nous soyons mieux soignés. Alors je ne sais pas, docteur Sénoine, est-ce que vous voulez dire, s'il parle de là, est-ce que vous l'entendez ou pas? Alors allez-y, docteur Sénoine, vous allez vous rapprocher de nous, et puis après, vous compléterez Anne pour voilà. Je me rapproche pas trop. Donc vous allez nous dire ce que vous êtes exactement. Vous êtes loisien déjà? Oui, ne vous approchez pas trop de moi. Non, Rapidement, parce que. médecin interniste, infectiologue. Infectiologue. Responsabilité. Rapprochez-vous. Responsabilité commune. Non, je veux dire que effectivement, les débuts qu'on a vécu étaient très rapides. On a eu vraiment Plus fort peut-être. on a eu une évolution très exponentielle. Et ce qu'on peut observer aujourd'hui, on a un frémissement dans nos unités. On a malheureusement on a interrompu nos prises en charge début mi-juillet, début août, mais vraiment sur quelques jours, on a été forcé de reprendre fin juillet, début août, et puis fin août, ça a été la reprise. Pour vous donner un chiffre qui je pense, est le même un peu partout, nous avons été au plus fort capables d'assumer, d'organiser 120 lits sur un hôpital de région en 15 jours. Avec une commotion qui a commencé à décider. Aujourd'hui, nous en sommes à 30-35 lits en ayant rebroussé, si je puis dire, chemin à 5 lits fin août. Voilà, donc on est vraiment sur une reprise et effectivement les ARS nous forcent un petit peu à reprendre une certaine activité. Le gros problème qu'on a aujourd'hui, c'est d'infecter tout le monde, c'est-à-dire du Covid et du non-Covid. Et effectivement, ce qu'on a oublié, c'est dans la grande collatéralité de ce Covid, il y a les patients qui sont effectivement victimes, qui sont décédés, c'est un drame social, et puis aussi tous les patients non-Covid qui n'ont pas été pris en charge et dont les problèmes de cancer, maladies virales telles que le VIH ont évolué malheureusement, et on voit aujourd'hui que les VIH sont assez difficiles à contenir et on ne voit pas trop la suite. Dans l'immédiat, ce qu'on demande, ce qu'on attend, ce sont des moyens. Parce qu'on sent qu'effectivement, quand ça commence à frémir, ça peut bouillir et ça peut aller très très vite, comme vous disiez tout à l'heure. Mais on a beau faire des demandes actuellement, comme on a effectivement une homogénéisation de l'épidémie sur le territoire national, au plus fort de notre épidémie dans l'Est et dans l'Île de France, on avait des renforts des autres régions. Aujourd'hui, toutes les régions sont impactées. Et là, on a un mal fou à recruter du personnel soignant, médicaux et paramédicaux des autres régions. Et puis aussi l'effet Ségur qui nous a un petit peu laminé. Alors, pas pour ma part, parce que mon médicament c'est appliqué, mais beaucoup de soignants, effectivement, se sont dit bon, on s'est cassé la tête, on a fait des heures et des heures, pas pour rien, parce qu'on a sauvé pas mal de gens, mais au final, on a une reconnaissance qui est peu de chagrin. Aujourd'hui, ce qu'on aimerait avoir, ce sont des moyens de réouvrir les lits. Il faut savoir que dans toute cette pénurie de lits, il y avait déjà le passif, c'est-à-dire tous les lits qui nous manquaient. Et ce Covid a continué de creuser les trous, puisque effectivement on a moins de lits qui sont répartis pour les patients entre guillemets dits non Covid, et on essaie enfin de reconstruire des lits pour les Covid. Il faut savoir que la prise en charge des patients Covid, même si aujourd'hui elle est mieux codifiée, on a une prise en charge qui est beaucoup plus facilitée, on connaît un peu plus de la clinique et les façons de s'en sortir. Et il faut se rappeler que c'est une prise en charge qui est très chronophage, qui est épuisante au quotidien. On ne peut pas demander à des médecins ou des soignants qui ont fait la première phase
d'enchaîner comme ça une deuxième phase en ayant pris qui une semaine, qui 3 jours de congé, qui 10 jours de congé. Voilà, on est face à une grosse difficulté qui est en fait une difficulté humaine, parce qu'on a plus de cartouches humaines. Besoin de personnel, On a besoin de formé en personnel qui est énorme, qu'on peut former assez rapidement. Les réa, par exemple, chez nous, sont très en difficulté, parce qu'on sent effectivement ça remonte. Alors, on a le recul suffisant de notre expérience qui nous permet d'aller plus vite. On a une ventilation des patients qui est beaucoup plus rapide. Effectivement, la cortisone, enfin l'examéthasone, qui est utilisée à bon escient, assez précocement ou non, parce que même dans les cas tardifs, nous sauve énormément. On a l'oxygénation sur laquelle on a beaucoup appris. Et on a effectivement des ventilations qui sont beaucoup plus rapides. Maintenant, en termes de tranche d'âge, on n'a pas l'impression que ça a beaucoup changé. On a épargné les personnes âgées, parce qu'on a dit très vite que c'est elles qui partent en premier. Donc pour cette partie, on a peut-être gagné, mais les adultes jeunes sont en train de monter en puissance qui montent avec de manière très grave, avec des comorbidités qui ne sont plus du tout les mêmes. Et effectivement, les foyers qu'on a surtout en région sont des foyers qui se permettent de passer un peu fort, ce sont des foyers qui sont communautaires. Alors, communautaire n'est pas un terme qui soit négatif, et surtout les foyers qui explosent lors des rencontres telles que les mariages, les baptêmes, etc. Et c'est pratiquement 80% des patients qu'on a actuellement. Alors on indique que ça va se terminer. Alors, par oui ou par non. Alors je vous remercie, docteur Sewan, mais on pourra vous retrouver pour vous poser des questions. Vous êtes plus proche que M. Tangy. Alors très vite, oui ou non, le masque est-il efficace sous la pluie? Une fois qu'il est mouillé, non. Voilà, une fois qu'il est mouillé, non. Voilà, nous avons répondu. Alors une question sur les enfants, mais pourquoi aujourd'hui les enfants sont porteurs contaminants alors que la communication, alors elle n'est pas très, cette question, pardonnez-moi, nous y répondrons par écrit. Alors, bon, on va devoir conclure, je suis désolé. Est-ce que Anne, tu as un dernier message à communiquer? Soutenons les soignants, et ici à Noisy, soutenons l'hôpital de Montreuil qui est en grande difficulté. Je crois que l'ensemble de notre majorité est prête à se battre aux côtés des soignants de l'hôpital de Montreuil et de tous les soignants bien sûr. Et voilà, nous en avons déjà parlé, et signer la pétition, puisqu'il y a une pétition. Il y a une pétition qui est en ligne, que nous soutenons, et notre action ne s'arrêtera pas là, et on communiquera avec les Noisiennes et les Noisiens sur cette action. Frédéric, est-ce que tu as un dernier mot à... Le mot, c'est courage à tout le monde, parce que c'est difficile, c'est une période difficile, on n'en est pas sorti. Ça va encore durer au moins 1 an. Il y aura peut-être même des vagues encore l'an prochain et l'année d'après, tant qu'on n'aura pas un bon vaccin. Donc courage, il faut se serrer les coudes, c'est pas le cas de le dire, parce qu'en termes, il ne faut pas se les serrer. Virtuellement. Il faut se les serrer virtuellement, mais c'est difficile à vivre. Et il ne faut pas chercher à porter la faute sur les uns sur les autres, tout le monde sait ce qu'il faut, tout le monde se donne au max, les hospitaliers, on l'a vu, les personnels de mairie, bien entendu, les gens qui ramassent les poubelles, le gouvernement, tout le monde se démène pour faire au mieux, y compris les restaurateurs. C'est compliqué pour tout le monde, mais voilà, il faut être solidaire dans ces cas-là, et il faut tous aller dans le même sens. Merci, docteur Sewan, un petit mot. Moi, si on pouvait effectivement nous aider, la meilleure façon de nous aider, c'est au mieux, quand c'est possible, de respecter les mesures barrières, les gestes barrières dans tous les milieux. Alors, vous avez cité effectivement les marchés, les supermarchés, les écoles. Je fréquente aussi les écoles tous les matins pour mes petits, et effectivement, on a du mal. Et la meilleure façon, c'est d'éviter la décennie, donc de tout faire pour que ce nuage durable s'étende un petit peu. Il y a un autre message que je voulais faire passer, parce qu'on le voit assez fréquemment à l'hôpital, c'est j'ai été contaminé, de toute façon je ne crains plus rien, donc je ne mets plus de masque. C'est faux, parce qu'effectivement, vous me direz si je dis des bêtises au niveau viraux, mais quand on a été contaminé, d'abord, on sait qu'il y a eu des cas de recontamination. Actuellement sur un hôpital de région, on a un gros doute. Et puis on sait que même si on a déjà été contaminé, on peut être encore porteur de nouveau au niveau nasopharyngé de ces particules virales au niveau des mains. Et effectivement, on est toujours un maillon de la chaîne qui peut de nouveau transmettre et rallumer le feu quelque part.
Alors, je vais conclure. Alors, il y a 2-3 questions auxquelles nous n'avons pas répondu sur le volontariat. Je vous promets que nous répondrons par écrit à titre privé. Pour conclure, sur ma première phase de conclusion, eh bien, je pense qu'elle est claire. Il faut continuer de respecter les gestes sanitaires au mieux. Vous l'avez compris, ce n'est pas demain que ce virus va cesser d'agir. Et donc, il ne s'agit pas simplement de se protéger, mais se protéger, c'est aussi protéger les autres. Je pense que c'est cela. Hein. Il ne faut pas penser qu'à soi. Chacun l'a dit, et ici le docteur Sewan le dit également. Si on se protège, si on porte le masque, on se désinfecte, c'est aussi pour protéger les plus fragiles. Donc si vous ne le faites pas pour vous, eh bien faites-le pour les autres. Et dernière conclusion, c'est que nous espérons que ce premier rendez-vous de live Facebook vous a satisfait. N'hésitez pas à nous le dire, à l'écrire sur le site de la ville, à liker, à partager, à nous dire si vous n'a pas plu non plus. Nous allons nous perfectionner. Nous avons répondu au mieux, c'était un essai et on espère que ce rendez-vous vous a plu. Si c'est trop court, ben on fera plus long la prochaine fois. En tout cas, je vous remercie encore de vous être déplacés. Anne, je te remercie bien sûr pour tout ce que tu fais au quotidien et ce pourquoi tu aimes. Frédéric, bonne chance dans la recherche. Merci. Et bon courage. Et bon courage à monsieur. Et Rachid, bon courage et bien sûr au personnel soignant, à l'ensemble des personnels. Continuez, battez-vous et nous nous battrons à vos côtés. Merci. Et il n'y a pas de générique de fin. Au revoir. Au revoir. Au revoir.